Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, mesdames et messieurs les préfets, si vous êtes connectés. Et puis bonjour à tous, donc en vos grades et qualités. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, ça marche. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau cycle donc dite de matinale. Hein. Ces conférences un peu numériques avec un format en distanciel de 9 heures à 10 heures le mardi. Aujourd'hui, donc nous ouvrons un cycle sur la responsabilité du gestionnaire public et l'acquisition donc de bons réflexes. C'est un sujet qui est effectivement très sensible notamment depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime sur la responsabilité des gestionnaires publics. C'est un thème que nous avons choisi notamment suite à l'expression des besoins de certaines directions. Donc effectivement, c'est un thème qui répond, je crois, aux attentes des collaborateurs et des agents qui travaillent dans l'administration territoriale de l'État. Donc et je ne vais pas être très long ce matin, car comme je le disais à mon interlocuteur, je ne me permettrai pas d'aller sur un sujet plus avant, non, sur un sujet aussi sensible et aussi technique. Voilà, ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'à travers ces deux matinales, nous puissions donc répondre à certaines de vos questions. Et surtout, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que vous n'hésitiez pas à nous envoyer éventuellement donc des mails pour nous dire justement les sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on fasse intervenir nos partenaires, et en l'occurrence la direction des libertés publiques et des affaires juridiques avec lesquelles on travaille effectivement beaucoup, pour qu'on puisse adapter justement les thématiques que nous traitons dans ces matinales à vos besoins, à vos attentes. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important et qui fait partie de l'état d'esprit de ce type de conférences, de ce type d'événements. Donc sans plus tarder, donc j'aimerais laisser la parole donc à notre invité de ce matin, donc Frédéric Boudier. Donc vous avez débuté votre carrière en tant que directeur des services administratifs de l'Institut de France. Vous dirigez ensuite donc différents services ministériels au ministère de l'Environnement, au ministère du Développement durable. Vous rejoignez le ministère des Comptes publics de 2003 à 2010, et en 2021, vous rejoignez la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, où vous devenez donc adjoint au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux. Et c'est à ce titre-là que nous allons vous écouter ce matin. Et je tiens à excuser donc l'absence de Pierre-Yves Legris qui était prévenu donc de la DEPAFI, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute ce matin. Mais on va voir si effectivement pour un prochain cycle, ou en tout cas une prochaine matinale, on pourra éventuellement le refaire venir. Voilà. Donc merci en tout cas, Monsieur Boudier, d'être parmi nous ce matin et de répondre aux nombreuses interrogations de nos interlocuteurs sur cette question. Et je ne serai absolument pas plus long, et je vous laisse maintenant la parole. N'oubliez pas que vous avez, j'oublie toujours sur le côté, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup et bonne matinale. Merci, monsieur le directeur. Je n'étais que l'adjoint au directeur du service administratif de l'Institut de France. Mais Vous avez bien voilà. fait. Bah, voilà. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, les préfets, les secrétaires généraux, les directeurs départementaux des territoires ou des DDI de manière générale, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose sans plus attendre de démarrer le diaporama qui va servir de support. Hein, et vous l'aurez comme document ultérieurement. Alors, en introduction, rappelez qu'effectivement, le régime actuel de la responsabilité des gestionnaires publics est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La raison de ce nouveau régime, qui n'est pas si nouveau que cela, mais en réalité, la réforme fait que le régime qui existait déjà pour les gestionnaires publics a une acuité différente. Euh, a été réalisé pour remédier aux limites du régime, je devrais dire plutôt, oui, du régime ou des régimes antérieurs de responsabilité des comptables et des ordonnateurs. Comme vous le savez, les comptables étaient tenus de justifier de comptes exacts, à la fois pas d'erreur d'addition, si je puis dire comme ça, et pas d'erreur non plus de régularité de dépenses, et qui était un régime spécifique qui donnait lieu au jugement de leurs comptes par les juges des comptes, tant les chambres régionales des comptes que la Cour des comptes, soit en premier ressort, soit en appel pour celle-ci.
C'était une activité volumineuse, importante, hein, plusieurs centaines de décisions de justice par an. Et à côté de cela, le régime de la responsabilité des gestionnaires publics, euh, que ce soit, euh, que ce soit les ordonnateurs, et on pensait principalement à eux devant la Cour de discipline budgétaire et financière, mais également des agents comptables, lorsque ceux-ci entraient dans le champ de cette responsabilité, autre que la responsabilité de l'agent comptable. Alors, ce système avait atteint ses limites tout simplement parce que le contrôle des comptes des comptables n'apportait pas un remède à d'éventuelles erreurs de gestion et qu'il était mobilisateur de ressources de la juridiction financière et que par ailleurs, le contrôle des ordonnateurs par la CDBF était quand même assez symbolique. C'est-à-dire que de 2013 à la fin de 2020, la CDBF, en moyenne, statuait 7 fois par an, avec une pointe, je crois, à 12, 2 ans avant la fin de son existence. En 2024, la Cour des comptes a statué sur 17, je crois, 17 affaires. Donc on voit déjà qu'il y a un changement de vitesse et de capacité à juger. Alors, du coup, la réforme a consisté en trois choses. La première, c'était d'abolir le régime des comptables publics. Et donc, il n'y a plus une responsabilité spécifique des comptables publics. Ils rentrent dans le régime unifié des gestionnaires publics, ordonnateurs comme comptables. Les juridictions ont changé. Les CRC ne sont plus juges des comptes, peu du moins en France métropolitaine et en DOM. Et la Cour des comptes est devenue le juge financier, disciplinaire financier des gestionnaires publics, avec une première instance et une deuxième instance, la Chambre du contentieux et la Chambre d'appel au sein de la Cour des comptes, et bien entendu, sous le contrôle de cassation du Conseil d'État. Le nouveau régime s'applique aux faits antérieurs non prescrits. Hein, je rappelle qu'en matière de responsabilité de gestionnaire public, le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour de la commission du fait susceptible d'être une infraction et 10 ans en cas de gestion de fait. Bon, c'est la même chose qu'antérieurement. Pour terminer sur le fond du droit, et je le détaillerai ultérieurement, globalement, le droit de la responsabilité du gestionnaire public n'est pas très différent du droit antérieur. C'est-à-dire que la jurisprudence de la CDBF, qui est abondante, parce que la CDBF a existé pendant des dizaines d'années, reste toujours, j'allais dire, le fil conducteur jurisprudentiel, évidemment, fil conducteur complété par les décisions de la Cour des comptes. On le verra ultérieurement au cours de cet exposé. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les affaires qui avaient fait l'objet d'un réquisitoire introductif de l'ancien DBF à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ont été transmises à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, quand elle a commencé à statuer à partir du 1er janvier 2023, a statué en réalité sur des affaires dont l'instruction était antérieure à son existence et qui avaient été transmises. De manière générale, on peut dire que la responsabilité des gestionnaires publics renvoie concrètement aux conditions et aux circonstances de sa mise en cause. C'est-à-dire que, en gros, quel type d'erreur a été effectuée? L'organisation et le bon fonctionnement du service sont-ils en cause? Ça, vous verrez le fil conducteur concret de la manière d'aborder la responsabilité du gestionnaire public au quotidien comme en cas de mise en cause. Voilà ce que l'on peut dire dans les généralités à titre d'introduction. Je vous ai remis les références des vecteurs qui ont fait que la réforme est rentrée en vigueur. Bien entendu, l'ensemble des règles applicables sont au Code des juridictions financières. Alors, pour commencer, les justiciables. Alors, les justiciables, je l'ai déjà un peu dit en introduction, c'est l'ensemble des gestionnaires publics exerçant des responsabilités d'ordonnateur ou de comptable. Ensemble des gestionnaires publics, c'est large, c'est l'ensemble des agents civils ou militaires des collectivités publiques, les membres de cabinet des exécutifs des collectivités publiques, les représentants ou administrateurs et agents des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, comme vous le savez, ou une chambre régionale des comptes, ou une chambre territoriale des comptes. Comme vous le savez, certains organismes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et ne sont pas pour autant des organismes de droit public. Néanmoins, ils rentrent dans son champ. Dans les justiciables potentiels, il y a des exclusions
Et les exclusions tiennent à la qualité d'hommes politiques exerçant des fonctions publiques, les membres du gouvernement, les présidents et les membres des organes délibérants des collectivités territoriales, les maires, les conseillers municipaux, les présidents et membres des organes délibérants des groupements de collectivités. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas antérieurement. Avec deux exceptions. La première exception, la gestion de fait. Le fait d'avoir manié les deniers par un non-comptable public à sa place alors qu'il n'en avait pas la compétence. En général, quand on pense à gestion de fait, on pense à collectivité locale. Ça peut aussi arriver au sein de l'État. C'est pour ça que je vous ai mis en référence la décision de la Cour des comptes, enfin l'arrêt de la Cour des comptes du 20 juin 2017 sur une gestion de fait présumée des deniers de l'État au ministère du Développement durable et de l'écologie et à la Caisse des dépôts et consignations. Alors la Cour a statué à l'absence de gestion de fait parce que, comme vous le savez, en matière de gestion de fait, la gestion de fait peut avoir tenu un commencement de commission, mais si l'organe délibérant de la collectivité publique en cause a approuvé et a donné les fondements à la gestion en cause, à ce moment-là, il n'y a plus de gestion de fait. C'est ce qui s'était passé. C'était un dispositif d'aide aux collectivités locales sur la, le développement durable et la transition écologique qui avait été mis en place par la ministre de l'Environnement sous le quinquennat de François Hollande, la deuxième moitié. Et d'une part, une loi de finances avait régularisé le mécanisme financier et un article d'une loi en matière de développement durable avait fondé juridiquement l'action en cours qui autrement n'avait pas de fondement juridique. Voilà. Les élus locaux peuvent aussi être mis en cause en tant qu'élus locaux et voir leur responsabilité gestionnaire publique engagée lorsqu'ils procurent un avantage injustifié en méconnaissance de leurs obligations et par intérêt personnel, même indirect. Et, et là, c'est important, c'est quelque chose qui vaut pour l'ensemble des gestionnaires publics en réalité, également lorsqu'ils sont responsables d'une astreinte pour une exécution de décision de justice ou d'une inexécution d'une condamnation pécuniaire à la collectivité. Une des premières décisions de la Cour des comptes en 2023, commune d'Ajaccio, avait statué sur un cas caricatural du refus de réintégration d'un agent de la collectivité pendant plusieurs dizaines d'années, alors que des décisions de justice avaient donné tort à la collectivité et que, à la fin des fins, eh bien, le maire en exercice a été condamné. Alors là, l'amende a été relativement élevée, puisque de mémoire, je crois qu'elle était de 10 000 euros. On verra plus tard les plafonnements de sanctions pécuniaires. Voilà ce que l'on peut dire sur les justiciables dans un premier temps. On peut aussi dire que les justiciables peuvent être exonérés de leurs responsabilités. Alors la première source d'exonération, pareil, c'est une reprise du droit antérieur, c'est quand ils agissent conformément aux instructions préalables du supérieur hiérarchique ou d'une personne habilitée. Et là, il n'y a pas de sanction possible. La responsabilité est à ce moment-là transférée au supérieur hiérarchique, ce qui est assez logique puisque c'est lui qui est responsable en fait du manquement qui peut donner lieu à une sanction par la juridiction financière. Alors, il y a quand même une limite pour le justiciable qui serait couvert par un ordre de son supérieur hiérarchique, c'est sauf en cas d'ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ça, c'est assez logique et je vous dis, c'est une reprise du droit antérieur. Un autre cas de figure un peu analogue, mais qui a une autre dimension, c'est le fait de pouvoir exciper d'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité politique. Alors, membre du gouvernement pour l'administration de l'État central, j'allais dire, et membre d'organes délibérants de collectivités territoriales ou collectivités territoriales, à deux conditions. À une condition, c'est que l'autorité a été dûment informée de l'affaire, c'est-à-dire qu'elle doit statuer sur l'ensemble des tenants et aboutissants de l'ordre qui est demandé, et que son ordre écrit soit exactement sur l'affaire telle qu'elle a été présentée. Je m'explique. Et la CDBF avait déjà statué il y a longtemps sur ce sujet. L'ordre écrit doit être strictement la réponse à la demande. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une évocation du dossier sans précision. C'est exactement ce qu'a dit la CDBF.
Et sinon, il y aurait un risque de dévoiement, d'avoir présenté une autorité politique une difficulté, mais ne pas avoir expliqué exactement les tenants et les aboutissants de ce qu'il était proposé de faire, pour lesquels il est demandé un ordre écrit qui couvre la responsabilité. Dernier point sur les justiciables. Quand les justiciables ne sont pas exonérés, à ce moment-là, ils se retrouvent dans une procédure devant la juridiction financière et cette procédure ne permet pas d'obtenir la protection fonctionnelle. Ça avait été un débat récemment. Le Conseil d'État l'a tranché, enfin le secrétariat général du gouvernement l'avait déjà tranché par une note du 2 avril 2024 en indiquant que la protection fonctionnelle telle qu'elle est prévue au Code général de la fonction publique, à son article, je crois, L 134.4, ne concerne que le cas où un agent public est mis en cause devant la juridiction pénale et qu'il n'a pas commis de faute personnelle, mais que le fait d'être mis en cause devant la Cour des comptes n'était pas prévu. Et après, c'est relativement logique, si je puis le dire ainsi, même s'il y a un principe général du droit qui aurait pu être invoqué pour ce qu'avait fait le tribunal administratif de Paris, mais il n'a pas été suivi. Le Conseil d'État en a jugé autrement. Il a été plus strict dans sa lecture de la logique des textes. Euh, la responsabilité du gestionnaire public devant la juridiction financière, et son but même, c'est de mettre en cause la responsabilité individuelle d'un gestionnaire public. Et donc, il peut paraître paradoxal qu'il puisse se voir octroyer la protection fonctionnelle. Bon, de toute façon, maintenant, le débat est clos par une décision qui sera mentionnée au recueil Le Bon. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, venons-en maintenant à la liste des infractions. Comme l'indique le titre, c'est une liste d'infractions toilettées complétées. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre le droit antérieur et le droit actuel de la responsabilité des gestionnaires publics. Toiletté parce qu'en fait, maintenant, l'ensemble des infractions se retrouvent dans le Code des juridictions financières. La gestion de fait, antérieurement, était prévue par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et que maintenant, elle se trouve au Code des juridictions financières, ce qui permet d'avoir un seul vecteur qui rassemble l'ensemble du droit de la responsabilité, ce qui est plutôt sain. Euh, les deux principales incriminations qui nous intéressent, si je puis le dire ainsi, c'est à la fois celle qui est prévue au L 131.9, commettre une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Et l'autre qui nous intéresse également, c'est le L 131-14, avoir entraîné une condamnation à astreinte pour une exécution partielle ou totale ou avoir exécuté tardivement une décision de justice. Ça, ce sont j'allais dire, me semble-t-il, les deux risques d'engagement dans la responsabilité des gestionnaires publics là, les plus fréquentes pour les agents de l'État et tout en restant, disons que c'est pas exclusif, mais c'est quand même, et on le verra avec les deux exemples qui intéressent plus particulièrement le ministère de l'Intérieur, que c'est bien le cas. Alors, la commission d'une faute grave entraînant un préjudice financier. Plusieurs éléments. La faute. Et la faute, de manière générale, c'est la méconnaissance des règles applicables à l'activité publique en cause ayant une incidence financière. Bon, je vous ai mis une référence ancienne du Conseil d'État. Quand on dit, une fois qu'on a dit l'ensemble des règles applicables, en fait, c'est un ensemble très vaste. Ça part, si je puis me permettre de le dire ainsi, du règlement communautaire d'application directe en droit interne, jusqu'à des règles internes que se fixe l'administration pour organiser son activité. Et l'arrêt de la CDBF qui est cité, il s'agissait d'une instruction interne sur la manière d'instruire des dossiers de subvention. Et donc, sa méconnaissance avait été regardée par la CDBF comme étant fautive. Le droit antérieur, écrit au Code des juridictions financières, pour cette infraction, c'était la commission d'une faute ayant entraîné un préjudice aux finances publiques. Maintenant, la rédaction, comme vous vous en rappelez, c'est une faute grave ayant entraîné un préjudice certain aux finances publiques. En réalité, la CDBF a toujours pris en compte la faute grave
et le préjudice important, significatif aux finances publiques. Parce que, alors j'ai envie de dire déjà que la CDBF n'avait pas un rendement important, c'est vrai qu'elle n'allait pas s'arrêter à des affaires pas très importantes. En réalité, elle a eu à statuer sur des cas où il y avait une faute qui avait été commise, mais qui n'était pas nécessairement une faute grave et qui n'avait pas entraîné un préjudice important et dans ces cas-là, la CDBF n'avait pas infligé de sanctions à la personne poursuivie. Maintenant, c'est écrit au Code des juridictions financières, ça a le mérite de la clarté et que dès lors on souhaite connaître les tenants et les aboutissants de cette infraction, c'est écrit en noir sur blanc sans avoir à connaître la jurisprudence. Alors, les indices de la gravité de la faute, puisque c'est une faute grave, eh bien, c'est déjà la manière dont les règles ont été méconnues. Bah, c'est la violation de règles manifestes. Ensuite, c'est la violation de règles qui est lourde de conséquences. C'est une faute qui est répétée. C'est une faute qui n'a pas donné lieu à des mesures correctrices. Et on verra plus loin, c'est important, cette notion de mesure correctrice qui peut être prise en compte soit pour exonérer, soit pour atténuer la responsabilité par la juridiction financière. Et comme l'a dit un article récent de la JDA, en résumé, un manquement à une diligence moyenne attendue dans la gestion administrative, ce qui paraît de bon sens. Voilà ce que l'on peut dire. Je ne vous cite pas ce que je viens de vous dire sur la manière dont la CDBF prenait en compte la faute. La conséquence financière, et ça c'est important parce que ça ne paraît pas forcément directement intuitif, la conséquence financière de la faute, qui pourrait paraître ne pas être en elle-même d'une particulière gravité, peut caractériser la gravité de la faute. C'est ce qu'a jugé la Cour des comptes le 23 novembre 2023. Euh, la faute n'était pas forcément en elle-même très importante, mais comme elle avait une conséquence financière très forte, la Cour des comptes a indiqué qu'à ce moment-là, la gravité de la faute était révélée par l'incidence financière. Dernier point, et le deuxième versant de l'incrimination, le préjudice aux finances publiques. La Cour des comptes a jugé que le préjudice doit être certain et évalué avec une précision suffisante. Par un arrêt de 2023 Alpesco, faute de quoi, même en cas de faute grave, hein, ça c'est important, l'infraction n'est pas constituée. Et c'est vrai que dans cette affaire Alpesco, Alpexpo, pardon, le parquet avait fait appel de la relaxe de la Cour des comptes qui avait jugé que le préjudice n'avait pas été évalué avec une précision suffisante. Et la Cour d'appel financière a confirmé cette lecture du premier niveau de juridiction. Et donc, c'est important à savoir. Alors, la précision suffisante, ça ne veut pas dire que le préjudice doit être calculé à l'euro près, voire même au centime près. En revanche, il doit être correctement caractérisé et évalué avec, cerné, si je puis dire ainsi, de manière suffisamment précise. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur la réalité du préjudice, ni sur son ordre de grandeur suffisamment précis. On peut peut-être le résumer comme ça concrètement. La commission de la faute grave suppose un certain nombre de vérifications autres que celles que j'ai indiquées sur la certitude du préjudice. Le juge des comptes doit prouver le lien de causalité entre les manquements identifiés et le préjudice causé. Ça paraît de bon sens, mais c'est mieux de le redire. Le préjudice qui est retenu est un préjudice non compensé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où un préjudice financier a été compensé partiellement. Là, c'était, je crois, l'affaire d'une régie. Donc, le teneur de la régie avait récupéré une partie de l'argent qui aurait jamais dû sortir de la régie. Donc, le préjudice retenu était un peu moins important que le préjudice initial. Mais en règle générale, le préjudice financier, il n'est pas compensé hein, quand l'argent a été dépensé et qu'il n'a pas été recouvré et qu'il résulte d'une faute et que le préjudice est certain. J'allais dire irrécupérable, à ce moment-là, préjudice retenu est bien un préjudice non compensé. Le caractère significatif du préjudice est... Alors c'est là une des questions qui peut apparaître
la plus délicate, c'est comment caractériser le caractère significatif du préjudice financier. Alors, ce que dit le Code des juridictions financières, c'est il est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et la Cour d'appel financière, très récemment, a indiqué que cette appréciation se faisait au regard d'un agrégat financier. Alors, l'agrégat financier dans l'affaire en question, c'était, je crois, le budget d'investissement du département de l'Eure. Ça aurait pu être le budget du département de l'Eure en entier, et ça aurait pu être une ligne du budget d'investissement du département de l'Eure. Alors, simplement, cette affaire, c'était une affaire d'escroquerie d'un faux affacturier qui se prévalait d'avoir cette vue transférée par un véritable affacturier, le paiement des sommes dues à une entreprise de voirie. Le département côté ordonnateur n'avait pas procédé au contrôle nécessaire et donc la personne responsable a été sanctionnée par la Cour des comptes pour sa faute grave ayant entraîné un préjudice financier. Le préjudice financier était évalué à un montant de l'ordre de 760 000 euros de mémoire. Et l'agrégat financier de comparaison des investissements se chiffre en plusieurs centaines de millions de millions d'euros. Ce que l'on peut retenir, c'est que la Cour des comptes va faire une appréciation au cas par cas pragmatique. C'est sûr qu'un préjudice qui n'atteint pas 10 000 euros par rapport à une structure dont le budget se monte à plusieurs centaines de millions d'euros a peu de chances, mais il faut rester prudent, a peu de chances d'être regardé comme étant un préjudice significatif. En revanche, une telle somme par rapport à une collectivité qui est une commune, j'allais dire de 2000 habitants avec pour employer 2 employés de voirie et puis un secrétaire général qui fait toute l'administration, ça peut être différent. Et effectivement, il y a eu des cas récemment où les sommes en cause étaient pas très importantes. Après, une fois que l'on a dit ça, l'agrégat financier, eh bien, ça peut être une ligne dans le cas du département de l'Eure, où c'est l'adjoint au directeur général des finances publiques de l'Eure qui avait fait appel devant la Cour d'appel financière qui a confirmé sa sanction en premier ressort. L'agrégat qui aurait pu être retenu, je crois me souvenir, c'est ce qu'avait requis le parquet, ça aurait été la ligne des investissements d'entretien de voirie qui devait être de l'ordre de 13 millions d'euros. Là, 760 000 euros en soi, c'est une somme forte, donc on pourrait considérer, je pense que c'est sans doute comme ça que la Cour l'a aussi considéré, c'est une somme dont on ne peut pas dire que ce n'est pas un préjudice significatif qui ne soit pas significatif, même si le budget d'investissement se chiffre en centaines de millions d'euros. En revanche, si la Cour avait retenu la simple ligne des 13 millions d'euros mis en regard des 760 000, là on se rend compte qu'il n'y a plus de contestation sur enfin, je veux dire, oui, il n'y a plus de contestation sur le caractère significatif. Alors pour nous tous, ça a une importance parce que les préfectures gèrent des BOP. Leurs montants ne sont pas des sommes très importantes au regard, j'allais dire, du budget de l'État ou du budget d'un programme comme le programme 216 pour l'action 6 du programme 216, les crédits contentieux du ministère de l'Intérieur. Et donc, du coup, le caractère significatif peut être facilement questionné. Un point d'attention également, les autorités de tutelle des collectivités, établissements, organismes qui approuvent les faits mentionnés, qui peuvent caractériser une faute grave entraînant un préjudice financier, sont également passibles des mêmes sanctions. C'est-à-dire que, et ça on verra plus tard, sur la question des partages de responsabilités entre différents gestionnaires publics au titre de différentes fonctions dans le temps ou, j'allais dire, dans l'organisation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la généralité, sur la faute grave entraînant un préjudice financier. Et je vous propose d'examiner un cas pratique du ministère de l'Intérieur. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur la table, c'est la Cour des comptes. Comme vous le savez, la Cour des comptes, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la Cour des comptes a procédé au contrôle, à la gestion dans sa mission non juridictionnelle, s'entend, a procédé au contrôle des crédits du contentieux du ministère de l'Intérieur, de l'action 6 du programme 216. Et en examinant ceci,
elle a considéré dans ses observations définitives qu'il y avait un risque en matière de dépenses d'indemnisation de refus de concours de la force publique. La Cour des comptes a relevé que les refus de concours de la force publique étaient accordés en dehors, majoritairement, très majoritairement, en dehors des cas prévus par la jurisprudence. Alors, comme vous le savez, en matière d'expulsion locative, c'est le juge judiciaire qui statue et qui ordonne, ou qui n'ordonne pas d'ailleurs, l'expulsion d'un locataire qui, qui pose des difficultés à son propriétaire. Et une fois que le bénéficiaire de l'ordonnance a la décision de justice qui lui est notifiée, il entreprend la démarche d'expulser son locataire. Et quand il n'y arrive pas par sommation de l'huissier, il peut demander le concours de la force publique au ministère de l'Intérieur parce que l'État est tenu d'assurer l'exécution des décisions de justice. La jurisprudence administrative permet deux exceptions, donc permet de refuser le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant une expulsion locative en cas de risque de trouble à l'ordre public. Hein, c'est l'arrêt Cuiteas de 1923, mais qui a été décliné maintes et maintes fois ensuite, ou la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion, telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Hein. C'est une décision bien connue des sachants du 30 juin 2010 du ministère de l'Intérieur contre SCI de Bercy. Dans le cadre de ce contrôle, une enquête flash avait été faite et elle avait fait auprès des préfectures, elle avait fait apparaître, alors on va simplifier les pourcentages, hein, mais que 90% des cas, les conditions jurisprudentielles du refus n'étaient pas respectées. Et dès lors, la Cour des comptes, poursuivant son raisonnement, nous dit bon, bah, il y a une faute grave qui consiste à accorder trop souvent à refuser le concours de la force publique pour des cas où il n'aurait pas dû avoir lieu. Dès lors, l'État doit indemniser le propriétaire, ce qu'il fait, et du coup, la dépense est importante, et donc il y a un risque de préjudice financier significatif. Ça veut dire autrement que, préfecture par préfecture, le fait de ne pas respecter, selon la Cour, hein, de ne pas respecter les critères jurisprudentiels du refus de concours de la force publique va entraîner des dépenses excessives qui préjudicient au crédit du programme 216 du ministère de l'Intérieur et qui peut même être apporté à l'agrégat qui est celui soit de l'action 6 des crédits contentieux, soit, oui, on va le rapporter à cet agrégat-là, c'est ce que je fais en bas. En 2024, ces dépenses représentaient 35% de la dotation nationale de l'action 6, crédit contentieux du ministère de l'Intérieur. Et donc, en fonction des caractéristiques des refus de concours de la force publique, préfecture par préfecture, c'est quelque chose qui doit être analogue. Alors, l'an dernier, l'indemnisation des refus de concours de la force publique s'est montée à 44,2 millions d'euros. En partie, c'est dû au fait que comme il y a un décalage dans le temps entre le refus et l'indemnisation, probablement les préfectures ont-elles fini de régler l'indemnisation des refus de concours de la force publique qui ont été ordonnés pendant la période de la crise du Covid, pour laquelle des lois et des instructions avaient restreint l'octroi du concours de la force publique. Mais en réalité, avant la crise du Covid, ces dépenses se montaient de 27 à 30 millions d'euros, ce qui était trop. En fait, si on reprend le pourcentage de 90-10, on voit qu'on devrait dépenser entre 3 et 5 millions d'euros par an en indemnisation de refus de concours de la force publique. Là, on dépensait entre 27 et 30. Voilà ce que l'on peut dire sur ce sujet. Alors, la Cour des comptes alerte là dans sa fonction non juridictionnelle, mais c'est évident que le parquet est au courant de ce rapport et qu'il peut se poser des questions sur ce sujet-là. La Cour nous a aussi recommandé au gouvernement une instruction interministérielle annule toutes les instructions antérieures en matière de prévention des expulsions locatives pour rappeler les conditions auxquelles légalement le refus de concours de la force publique peut être octroyé. Bon, ça, c'est tout à fait logique. La Cour a relevé d'ailleurs que la juridiction administrative avait bien rappelé que toute instruction mettant des conditions à l'octroi du concours de la force publique n'avait aucune valeur et n'était pas opposable au compte.
Il n'est pas possible aux gestionnaires publics d'exciper d'instructions gouvernementales disant voilà, pour les publics DALO, il faut d'abord leur trouver une nouvelle solution de logement avant de les expulser ou mettre d'autres conditions à leur expulsion. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est vrai que c'est un point d'actualité. Honnêtement, quand le contrôle a eu lieu, on ne s'attendait pas à ce que la Cour nous écrive ça, mais maintenant c'est fait. Alors, le deuxième aspect important pour le ministère de l'Intérieur et les services déconcentrés, c'est l'inexécution des décisions de justice. Alors, comme vous le savez, quand le juge rend une décision, on doit l'appliquer. Le juge administratif, on doit l'appliquer. En matière non pécuniaire, c'est soit une procédure à reprendre, soit le réexamen d'une situation ou une décision adoptée dans un sens donné à effectuer dans le délai que fixe le juge. Et les autorités de l'État sont tenues d'appliquer les décisions du juge. C'est important parce que peut donner lieu ensuite à des prononcés d'injonction quand l'administration n'a pas appliqué, et à partir de là, on rentre dans un risque d'engagement de responsabilité. Un enjeu important, plus spécifique au ministère de l'Intérieur et pour les préfectures comme pour le ministère lui-même, c'est l'exécution des condamnations pécuniaires du contentieux de masse, je vais l'appeler comme ça, de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Alors, juste pour bien baliser le paysage, c'est pratiquement, bon, en 2024, c'est données provisoires, bon, enfin, à moins de 10 unités près, c'est le bon chiffre. 113 820 décisions en 2024, avec un taux de succès tout à fait honorable, hein, plus qu'honorable, 79%, ce qui veut dire que globalement, nous avons perdu 24 256 contentieux, et par nature, qui nécessite au moins l'acquittement des frais de justice à la partie gagnante, les fameux frais irrépétibles. Alors, versés soit à l'avocat, soit au requérant lui-même. La Cour des comptes est particulièrement attentive au respect des délais d'exécution des décisions de justice. Pour vous dire, avant l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique de responsabilité des gestionnaires publics, le parquet près de la Cour des comptes nous avait saisi à la DLPAJ pour nous demander, liste à l'appui de décisions de justice, savoir comment et quand les décisions avaient été exécutées. Alors, décision pour une part administration centrale et pour une part préfecture, et avait aussi interrogé certaines préfectures, je crois, directement. Nous avions pu répondre que toutes les décisions avaient été exécutées. Je ne vous cache pas que certaines avaient été exécutées à l'occasion de la saisine de la Cour des comptes pour pouvoir lui répondre. On n'avait pas compris à l'époque de quoi il en retournait, mais c'était juste, c'est-à-dire pour le parquet, de bien envoyer un signal sur la nécessité de respecter les délais. Alors, les délais, c'est vrai que quand une décision de justice est notifiée, l'administration a 2 mois pour l'exécuter. C'est court, 2 mois. Surtout que maintenant, les notifications sont via télérecours, donc elles sont rapides. Et donc, 2 mois, ça passe vite. Ils sont tenables à condition d'éviter toute perte de temps entre la notification de la décision de justice et l'instruction du dossier d'ordonnancement, ou plutôt de liquidation. Pour être précis, c'est pendant cette période, on peut avoir à faire face à un certain nombre de difficultés. La principale étant que l'administration n'arrive pas à obtenir du requérant ou de son avocat les pièces indispensables à la liquidation. Je rappelle, la liquidation qui est prévue à l'article 31 du décret GBCP du 7 novembre 2012, c'est à la fois la vérification du service fait par l'ordonnateur et ses services, donc le service fait, et là il est fait puisque c'est la décision de justice, mais il faut calculer des intérêts de retard, par exemple, éventuellement, arrêter la somme qui est due. Et à partir de là, l'ordonnancement est possible, liquidation, ordonnancement, et après, la balle est dans le camp du comptable qui doit payer. Et donc, une des difficultés, c'est que le RIB, tout simplement, le RIB ne parvient pas à l'administration. L'administration l'a demandé et du coup se pose la question d'arrêter les délais pour 2 raisons. La première, pour montrer que les diligences ont été faites par l'administration et que sous la direction de ses responsables, et que donc si la décision de justice n'est pas exécutée dans les 2 mois, elle n'en est pas responsable, mais c'est bien
le bénéficiaire de la décision à qui le retard est imputable. Ça, c'est le premier point qui est important pour ce qui nous concerne là, directement l'exécution des décisions de justice. Et le deuxième, c'est il faut pouvoir arrêter la computation des intérêts à payer ensuite de la somme auquel le juge a condamné. Tout simplement parce que vous pouvez avoir un phénomène dilatoire dont le but ne peut être que augmenter le montant des intérêts qui devront être réglés par l'administration, puisque si elle règle sa dépense 8 mois après le moment où elle a dû le faire, ben, les intérêts auront couru. Et là, pour le coup, l'administration se retrouve dans une situation à payer une somme qu'elle ne doit pas, parce que ce n'était pas de son fait qu'il y ait un retard à exécuter. Et donc, ce qui est recommandé dans le dialogue de gestion avec les référents de la dépense contentieuse et répercuté aux différentes préfectures, mais je sais que vous le pratiquez assez couramment, c'est que de faire une demande de pièces rapidement derrière une relance en disant qu'à compter de telle date, on considère que on arrête le décompte des intérêts et que l'on marque comme ça que on a fait toutes les diligences. Alors c'est très important de conserver tous les échanges écrits j'allais dire, de ces dialogues avec le requérant à qui ou son avocat à qui il faut verser une somme pour pouvoir en justifier. Un, j'ai fait les diligences. Deux, j'ai arrêté les intérêts au bon moment. Voilà. Bon, simplement, vous aurez une transmission du diaporama, je vais pas m'étendre, mais le juge administratif considère que la date qui compte, c'est la date de liquidation sur l'exécution des décisions de justice. Voilà. Dernier point qui est important, quand l'administration n'a pas exécuté une décision de justice, le requérant peut retourner vers le juge qui va à ce moment-là prononcer une astreinte et si l'administration n'a toujours pas mis en œuvre la décision de justice, le requérant peut demander la liquidation de l'astreinte. Et à partir du moment où la juridiction administrative prononce une liquidation d'astreinte, alors automatiquement, l'application du Code de justice administrative, il adresse au ministère public près de la Cour des comptes cette liquidation d'astreinte. Il faut toujours éviter, le prononcé d'astreinte et encore plus la liquidation d'astreinte, ça vous l'avez compris. Le régime des sanctions. Alors, par rapport au régime antérieur, ce régime est plus favorable en ce sens que le plafonnement est, est plus bas que le plafonnement antérieur. Le plafonnement antérieur, avant le 1er janvier 2023, c'était 1 an de traitement brut. Il est ramené à une amende plafonnée à 6 mois de rémunération actuellement. Conformément à l'ensemble du droit applicable, les sanctions sont nécessairement proportionnées aux fautes commises. Ça, le code le redit, c'est bien, il faut l'avoir en tête. Il y a aussi un type de sanction qui est encore plus plafonné, mais il est moins grave dans ses conséquences, et on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. C'est la sanction de la méconnaissance de l'obligation de production de compte, des règles de contrôle budgétaire et d'engagement du budgétaire sans en avoir eu le pouvoir. Bon, pas la peine, les choses sont claires. Le régime des sanctions est plus favorable parce qu'en cas de cumul d'infraction, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction la plus élevée. C'est important, ça peut arriver. En cas de cumul, et là on restait dans le régime de responsabilité du gestionnaire public, mais comme vous le savez, en fait un gestionnaire public peut bénéficier, si je puis le dire comme ça, de 3 types de sanctions en même temps pour les mêmes faits. Celle devant la Cour des comptes, là on vient d'en parler, disciplinaire, parce qu'il a commis une faute qui est disciplinairement sanctionnable, et puis celle-ci peut aussi être pénalement sanctionnée. Et donc en cas de sanction, de cumul de sanctions, des 3 sanctions en matière financière, eh bien, les autorités juridictionnelles et disciplinaires doivent veiller à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé d'une des sanctions encourues. C'est ce que le Conseil, le Conseil constitutionnel a statué il y a déjà un certain temps, il y a plus de 10 ans maintenant. Enfin, toujours dans l'atténuation des sanctions par la juridiction financière, celle-ci peut accorder une dispense de peine lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé. C'est important, il peut y avoir des erreurs de commises, ce qui peut
atténuer la difficulté, en tous les cas qui sera plus certainement sanctionné, c'est le fait que les responsables qui ont constaté une erreur, un trouble, n'y apportent pas de remède. L'individualisation des peines et partage des responsabilités, c'est le thème suivant. Je l'avais un peu annoncé en introduction. Il est rare, mais il est rare, on va le dire comme ça, que une infraction ait été constituée par une seule personne. Et donc la Cour des comptes, quand elle examine une situation, systématiquement, elle prend en compte les circonstances aggravantes et atténuantes. Elle examine la responsabilité de l'autorité hiérarchique parce que, par définition, un chef de service, un directeur d'administration centrale, un préfet ou leurs subordonnés immédiats ont une responsabilité tenant au contrôle de l'activité des subordonnés. Donc un subordonné peut être à titre principal le fautif principal d'une faute grave ayant entraîné un préjudice aux finances publiques, par exemple, ou une exécution de décision de justice. Pour autant, le chef de service, au sens de la jurisprudence administrative, est comptable de l'activité de ses subordonnés. C'est également vrai quand il y a une délégation de signature, une délégation de mission, il y a une obligation de contrôle du délégant. La responsabilité de l'ordonnateur, le préfet est l'ordonnateur déconcentré, modulo des exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 27 avril 2004. En tant qu'ordonnateur, l'ordonnateur doit s'assurer que les dépenses sont conformes aux règles en vigueur. C'est la logique de ce qui a été dit précédemment. Et c'est ce que j'indiquais aussi un peu par avance. Je vous ai cité une décision de la CDBF qui est assez caractéristique, c'est que même quand les manquements sont principalement imputables à un cadre subdélégué, la responsabilité du chef de service reste potentiellement engagée en raison de son devoir de contrôle, comme je disais tout à l'heure, et de surveillance à la direction, mais aussi d'organisation. C'est-à-dire qu'une mauvaise organisation peut entraîner une responsabilité en cas de faute grave avec préjudice. Alors, la responsabilité, bon, ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas, et puis le retourne, et je suis un peu trop lent. Au rebours de ce que je viens d'indiquer, non, le caractère est plus fait pour ça. Lorsqu'un subordonné se borne à exécuter une décision de son chef de service, il sera exonéré de responsabilité. C'est une décision de 2021 de la CDBF, Direction générale de la cohésion sociale. La directrice générale avait pris une décision en matière de marché public en méconnaissance du droit de la commande publique, et son adjoint de chef de service s'était borné à signer le marché suite à la décision. Là, il y a eu exonération. La responsabilité peut être également partagée entre deux autorités en fonction de l'importance de leurs compétences et de leur rôle respectif. Alors, président d'un organisme, directeur ou directeur général, par exemple, c'est un peu les cas qui sont cités, là, la SPL, la Société publique locale de la Guadeloupe. Bon, classique. La responsabilité peut être aussi partagée par deux autorités se succédant dans le temps, sur un même poste. Un directeur d'administration centrale, un préfet, se succédant, mais avec une affaire qui dure sur plusieurs affectations, si je puis le dire comme ça. La Cour des comptes va examiner de savoir quelle est la part de responsabilité successive des différents titulaires du poste. Contrairement à tout ce que j'ai dit, qui pourrait laisser à penser que ce sont plutôt les supérieurs hiérarchiques qui peuvent se retrouver mis en cause et non pas les subordonnés, ce n'est pas vrai. Une des premières décisions de la Cour des comptes en 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie-Galante, a certes sanctionné le directeur de l'hôpital pour n'avoir pas exécuté les décisions de justice qui étaient notifiées à l'hôpital. L'attaché, la simple attachée d'administration qui était responsable du service général, qui recevait les décisions de justice et qui voyait passer des échanges, pour n'avoir pas attiré toute l'attention du directeur de l'hôpital sur le risque qu'il y avait à ne pas exécuter des décisions de justice et l'obligation, a été également sanctionné pour n'avoir pas alerté sa hiérarchie. Bon, je vais passer très vite parce que là, il restera plus de temps pour les questions, je m'en excuse. Il y a une articulation entre la responsabilité des gestionnaires publics et les infractions pénales. Ce sont des règles distinctes. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, on peut être sanctionné aux deux titres, mais
la méconnaissance d'une règle pénale peut permettre au juge des comptes de caractériser une faute grave. Les juridictions, je l'ai dit un peu en introduction, les CRC n'ayant plus de fonction juridictionnelle, en fait, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes est composée à parité entre des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats des chambres régionales des comptes. La Chambre d'appel financière a une composition plus mélangée, conseiller d'État et conseiller maître, plus de personnalités qualifiées justifiant d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la gestion publique. Elle connaît les appels, évidemment, du premier ressort. Et comme je le disais en introduction, le Conseil d'État est juge de cassation. La procédure devant la Chambre du contentieux, très rapidement, les faits déférables le sont par un certain nombre d'autorités que l'on examinera tout à l'heure rapidement. Le parquet s'en saisit, requiert, à partir du moment où il ne requiert pas la clôture du dossier, le président de la Chambre désigne un magistrat instructeur qui instruit le dossier, qui rend une ordonnance. Et ensuite, après que le procureur ait statué, soit l'affaire est close, soit elle est renvoyée devant la juridiction qui statue dans le respect des règles habituelles du contradictoire. Alors, les autorités ayant qualité, je vais simplement vous dire que ce sont les mêmes que précédemment, mais de nouvelles autorités, et c'est important pour la préfectorale, notamment parce que le préfet et le directeur régional ou local ou départemental des finances publiques sont également autorités à déférer des faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'État. C'est-à-dire que dans le cadre des activités de représentants de l'État, le préfet peut être amené à déférer des faits qui lui sembleraient pouvoir faire l'objet d'une incrimination devant la Cour des comptes. Alors je ne sais pas si les services ont été amenés déjà à déférer au parquet près de la Cour des comptes des faits de collectivités locales qui lui semblent relever de la juridiction. Je dirais in petto que ça peut être un argument dans le dialogue de contrôle de légalité qui peut y avoir avec les collectivités locales pour attirer toute l'attention sur un certain nombre de difficultés qui pourraient survenir. Alors, comme vous le savez, le parquet peut se saisir de lui-même et alors il lit la presse, hein, comme les CRC le font avant de faire des comptes, enfin, se font des fonds documentaires pour connaître un peu les affaires locales. La Cour des comptes a instauré sur son site, et vous avez mis la copie d'écran de ce site, une rubrique signalement à la Cour des comptes que tout un chacun est invité à déposer pour attirer l'attention de la Cour des comptes sur un certain nombre de signalements de fautes potentielles de gestionnaires publics. Je crois que dans l'affaire de la vente du mobilier national lors du transfert d'AgroParisTech de Grignon à Saclay, la Cour des comptes, je crois, avait appris cette vente, non pas par un signalement sur son site, mais en lisant la presse. Voilà. Pour conclure, ça permet de rappeler à peu près l'heure. Pour conclure, j'insisterai que ce qui est important en fait dans le fonctionnement de l'administration, c'est la bonne organisation du service, de vérifier les fondements de l'action et des modalités. Est-ce qu'on respecte les règles lorsque l'on agit en fait, et quelles règles il faut respecter lorsque l'on agit. Après, rien n'est parfait en ce bas monde et des difficultés existent. Et le tout, c'est que quand on s'en rend compte, quand on les identifie, c'est essayer de les remédier parce que d'abord, ça permet au service de mieux fonctionner et en cas de responsabilité engagée d'un gestionnaire public, de pouvoir dire que à un moment donné, les erreurs ont été constatées, il y a été porté remède de telle et telle manière ou tenté de porter remède. Ensuite, et là je renvoie à ce que diront mes collègues de la DPAFI, c'est important de déployer les procédures de contrôle interne financier, et j'allais dire en tenant compte des caractéristiques et des difficultés, des points de difficulté qu'on en identifie. Et puis par ailleurs, ce sont des méthodes que vous connaissez bien, mais pour autant la DPAFI est à votre disposition pour vous accompagner. Je vous lirai cette diapositive, mais je vous mets quelques références sur le sujet que nous avons évoqué ce matin. Et comme je l'ai promis aux collègues de la DPAFI, ils ont un site
qui vous permet d'aller trouver un certain nombre de documentations sur la responsabilité des gestionnaires publics. Et si tout se passe normalement, la semaine prochaine, Arnaud Mingui et Virginie Séné-Rouquier seront là devant vous, et je serai à leur côté si tout se passe comme prévu, pour détailler toutes ces méthodes nécessaires pour essayer d'aller contrôler les risques d'engagement de la responsabilité des gestionnaires publics dans vos services. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis le colonel Geoffroy de l'IHMI. Je tenais à remercier notre intervenant, Monsieur Boudier, pour le pragmatisme de son propos, très juridique bien sûr, mais très éclairant, en particulier pour les gens en administration territoriale de l'État, puisqu'il y a de plus en plus de contentieux et qu'il convient à toutes et à tous d'être particulièrement vigilants dès lors qu'on traite des finances publiques. Je vous remercie et je vous annonce que la prochaine matinale aura lieu le 18 mars. Oui, excusez-moi, juste une interruption. J'ai juste oublié quelque chose. Dans les personnes qui sont susceptibles de déférer au parquet près la Cour des comptes, notamment en matière d'exécution de décision de justice, les requérants et leurs avocats, lorsqu'ils sont mécontents d'une exécution de décision de justice. Et nous avons connu ce genre d'épisode où, effectivement, il y avait un peu de retard dans le paiement d'un frais irrépétible. Certains avocats n'hésitent pas à signaler à la Cour des comptes. Et en plus, vous pouvez avoir en matière de contentieux des étrangers, des avocats militants qui, à la fois, je vois, l'utile et l'agréable. Ils estiment qu'ils n'ont pas été payés à temps de leur firme, et en plus, ils ne sont pas très contents des positions que prend l'administration, et donc ils signalent à la Cour des comptes de réputée faute, et du coup, le parquet s'y intéresse. Voilà, désolé d'avoir oublié ça, je referme la parenthèse, pardon, mon collègue. Ouais, merci, Monsieur Boudier. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt le 18 mars en visioconférence pour nos matinales. Merci à toutes et à tous. Au revoir.